Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de la série des vidéos pour la préparation à la certification Nutanix Certified Professional Cloud Integration, plus particulièrement la partie Azure ici. Azure, donc la certification NCPCI se décline en une version WS, une version Azure. On est dans cette vidéo sur la version Azure et plus particulièrement sur les aspects réseau, donc on est sur la troisième grande étape de la préparation. Donc si on suit le workflow que normalement vous avez dû déjà voir dans les vidéos précédentes, on est ici donc sur la troisième étape qui va concerner la préparation de l'infrastructure réseau, donc préparation de l'infrastructure réseau dans Azure avant de déployer un cluster. Donc il y a pas mal de prérequis, la documentation est très riche là-dessus, elle a beaucoup évolué dans le temps, parce que il a fallu l'améliorer aussi et que globalement le sujet est assez complexe. Probablement que le réseau est un peu plus compliqué dans Azure que dans AWS. Néanmoins, il n'y a rien d'inabordable pour l'examen, et il faut juste un petit peu savoir de quoi on parle. Donc, globalement, ce qu'on va discuter un petit peu dans cette vidéo, c'est de parler de la partie DNS et résolution de nom, de quels sont les URL nécessaires en communication entre le cluster et l'Internet, de voir ce qui est valide ou pas dans les topologies supportées, et puis éventuellement je vous montrerai un exemple de landing zone, et voilà. Alors, petit point important pour la certification, je vais le dire tout de suite, parce que j'oublierai tout à l'heure, cette URL qui est ici, qui s'appelle gateway-external-api.console.nutanix.com, est une URL qui est fondamentale pour Prism Central et pour la partie bare metal. Ils doivent savoir le résoudre, parce que simplement ça va être le point de contact entre ces ressources qui tournent dans Azure et en gros l'interface, les interfaces programmatiques du portail NC2, NCM. Donc ça c'est super important, donc retenez ce nom, notez-le quelque part, gateway-external-api.console.nutanix.com. C'est tellement simple dans l'examen de faire une question en vous demandant quelle est la bonne URL qui permet de se connecter de manière programmatique et qui est nécessaire de résoudre. Voilà. Donc, dans le réseau, on va parler donc de tous les éléments dont j'ai parlé ici. Il faut savoir qu'on a besoin d'une interconnectivité entre le on-prem et Azure si on veut pouvoir faire de la réplication ou de la migration. Et donc, dans ce cas-là, on va parler d'ExpressRoute ou de VPN. Donc, les deux topologies sont supportées. La déclinaison technique derrière, en termes d'implémentation d'architecture, est un peu séparée, est un peu différente. Je vais surtout me focaliser sur la partie ExpressRoute parce que c'est celle qu'on a qui est beaucoup documentée. Et à noter, c'est qu'Azure V1 est également supporté derrière. Allez, on est parti. On va préparer un peu le réseau dans Azure. Donc première chose déjà, avant de parler du réseau pur d'Azure, on va parler un peu du réseau de Nutanix. Quand on utilise un Nutanix Cloud Cluster, on va utiliser, pour les machines virtuelles qui tourneront sur ce Cloud Cluster, du Nutanix Flow Virtual Networking. Donc en gros, c'est le SDN de Nutanix. Donc en gros, l'idée c'est, on va prendre la technologie réseau, software réseau de Nutanix, et on va la mettre par-dessus le réseau d'Azure. Donc on va parler d'overlay. Donc l'overlay, c'est quand on pose un réseau sur un autre, donc le réseau posé s'appelle l'overlay, et le réseau qui est sous-jacent s'appelle l'underlay. Alors généralement, c'est des choses qu'on voit surtout dans les data centers. Ça permet de faire de la segmentation multi-client notamment, et de dire j'ai un seul média physique, et donc j'ai un réseau underlay qui est en gros mes câbles Ethernet, et en réseau overlay, j'ai les réseaux de mes différents clients. Voilà, donc c'est surtout pour ça que ça sert. L'intérêt ici, dans le côté Nutanix, ça va être également de la portabilité, c'est-à-dire que le Nutanix Flow Networking pourrait être défini de la même façon à demeure, ou dans le cloud Azure, ou dans le cloud AWS, et globalement, ça va faciliter également le portage d'environnement ou les migrations d'un côté vers un autre. Donc ça va masquer, ça va réduire un peu les contraintes de la partie cloud, parce qu'en gros, c'est de la virtualisation de réseau, donc c'est une couche d'abstraction. D'accord ? On va pouvoir créer, donc on va créer dans du Nutanix Flow Virtual Networking ce qu'on appelle des VPC, des Virtual Private Cloud, ce qui est l'équivalent côté Azure d'un VNet en gros. Et donc un VPC Flow ou un VPC Nutanix pourrait être décomposé lui-même en sous-réseau, de la même façon que dans Azure, on découpe un VNet en subnet. Voilà. Ensuite, dans ce réseau virtualisé Nutanix, ces VPC,
eh bien on définira en gros des espaces d'adressage, on aura une mécanique interne au cluster de DHCP, et ensuite, eh bien, pour sortir de ce réseau Nutanix à destination des Azure VNet ou à destination du on-prem, eh bien on aura deux options, soit on passera d'un monde réseau à l'autre monde réseau avec de la translation d'adresse, du NAT, soit on passera par du routage, tout simplement. Et tout cela, donc cette partie Nutanix Flow Virtual Networking, va être pilotée, configurée depuis les interfaces Nutanix, à savoir Prism Central. Donc du point de vue Azure, tout cet élément, tout ce SDN Nutanix ne sera absolument pas visible. Donc voilà, ça c'est important de retenir que le Flow Networking se configure dans les interfaces de Nutanix et pas dans les interfaces d'Azure. Donc pour résumer ce que j'ai raconté, imaginons qu'on ait un cluster, version simplifiée, avec deux nœuds bare metal Azure, donc le host 1 et le host 2, et dessus en fait on a 5 machines virtuelles ici et 4 ici, et puis on voit qu'il y a des couleurs différentes, parce que les machines rouges seront dans un réseau virtualisé Nutanix rouge, les machines vertes dans un réseau vert, et les machines bleues dans un réseau bleu. Donc le réseau underlay sera le subnet Azure, on va considérer que ça comme du physique, et par-dessus, effectivement, dans le cluster Nutanix, on aura cette notion de réseau virtualisé, de VPC Nutanix, Virtual Private Cloud, avec différents espaces d'adressage, et donc les VM seront raccordés à ça. Et donc, en fait, ce qui va circuler en termes de paquets réseau sur le subnet Azure, ce sera des paquets avec un protocole qui s'appelle Genève. Donc, je vous encourage à faire une recherche sur Genève Protocol Overlay sur votre moteur de recherche préféré, et vous aurez le détail derrière. Donc c'est de l'encapsulation tout simplement, donc on va mettre des trames en réseau et niveau 2 directement dans des paquets de niveau 3 avec le protocole Genève. Sans rentrer dans le détail, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à là. Retenez, le underlay, c'est les Azure VNet, plus particulièrement les subnets, et puis ensuite, au niveau logique, ici, ce sera des VPC, voilà, tout simplement. Donc, pour faire la transition entre le monde réseau Azure, les VNet, et le monde réseau Nutanix, eh bien, il va falloir une passerelle de transition entre les deux mondes. Cette passerelle de transition, elle s'appelle Flow Gateway, ou Nutanix Flow Gateway. Ça va se matérialiser dans notre environnement Azure comme une machine virtuelle, ou plusieurs. On peut faire des fermes également pour des raisons de tolérance de panne et de scalabilité. On va faire l'exemple simple ici. C'est une machine virtuelle native Azure, de type standard D4, V4 ou D32, V4, et cette machine va avoir un soft installé dessus, c'est une machine Linux, et elle va faire le pontage entre l'infrastructure virtualisée de réseau Nutanix et l'environnement natif Azure, c'est-à-dire les VNet et les subnets associés. Chaque instance, donc chaque machine virtuelle Flow Gateway aura deux interfaces réseau, c'est un pont entre les deux mondes. Donc il y aura une interface réseau qui sera reliée au réseau interne où il y a le trafic justement AHV, donc le trafic network virtualisé, donc AHV, je le rappelle, c'est l'hyperviseur de Nutanix. Et puis la deuxième interface réseau de cette machine virtuelle Flow Gateway sera connectée au réseau externe, et donc pourra faire donc, du coup l'échange avec le reste du monde réseau Azure, voire le on-prem si on passe par un express route ou un VPN site au travers d'un hub notamment. Donc tout le trafic des machines virtuelles qui vont tourner dans le cluster Nutanix, tout le trafic qui devra sortir à l'extérieur, vers Internet, vers le on-prem ou vers d'autres réseaux Azure, sortira au travers de cette machine Flow Gateway. Et on va appeler ce trafic le trafic nord-sud. Voilà. Donc trafic du monde virtualisé Nutanix vers l'extérieur, c'est du nord-sud. Si des machines au sein du cluster Nutanix doivent se parler entre elles, même si elles sont sur des VPC séparés, là, ce sera un trafic de type est-ouest, parce qu'on restera dans l'univers Nutanix. Point super important, également pour votre compréhension, les barres métal communiquent en permanence avec le portail NC2, parce qu'elles vont remonter, leur statut. En gros, chaque nœud du cluster Nutanix va remonter en permanence de l'information, statut de santé pour être plus précis, auprès du portail NC2. Les portails NCM.
Ce trafic-là ne passe pas par la Flow Gateway. C'est un trafic indépendant, donc il y a bien deux chemins réseau à considérer quand on va faire du NC2 côté Azure. C'est le chemin réseau et les routes associées, le filtrage associé pour la communication des machines virtuelles, on va dire utilisateurs qui tournent dans le cluster, à destination soit d'autres environnements dans Azure, on-prem ou sur Internet. Ça, c'est le premier chemin réseau. Et on a un deuxième chemin réseau qui, lui, est lié à la communication des clusters, des nœuds du cluster vers le portail NC2. Voilà. Ça, c'est un point très important, même pour votre compréhension du point de vue général. Ces machines virtuelles, hein, donc ces Flow Gateway, hein, donc qui sont des machines Azure, c'est lors du déploiement du cluster, ou a posteriori, si on veut changer la configuration, qu'on va définir si on veut une petite taille ou une grande taille. Donc la standard des 4v4 va avoir 4 vCPU, 16 Go de RAM, et va autoriser globalement une bande passante de 10 gigabits. Et si on a besoin de plus, eh ben, ce sera la D32 qui, elle, va avoir 16 gigabits de bande passante. Donc, le choix, il est vraiment sur la taille du tuyau qu'on veut avoir entre le monde réseau virtualisé Nutanix et le monde réseau Azure, Internet ou on-prem, sur lequel on veut faire de la communication. Donc, de base, minimum, c'est une machine virtuelle pour la partie Flow Gateway. En mode scale-out, on peut monter jusqu'à 4 machines virtuelles. Et donc ça va aller entre la plus petite taille sera une standard des 4v4, 10 gigabits de bande passante. Le maximum sera donc 4 D32V4, et là ça nous fera 64 gigabits de bande passante. Donc maintenant, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble du point de vue architecture. Donc, tout va se passer au sein d'une subscription Azure. Dans cette subscription Azure, on va avoir un resource group. Dans ce resource group, on va avoir besoin d'un premier VNet, qui sera un VNet dans lequel il y aura un seul subnet, et ce subnet contiendra, en fait, c'est là où seront connectés les barres métal, c'est-à-dire là où vous aurez la connexion et l'adresse IP de votre hyperviseur à HV, donc une adresse IP par nœud pour HV, et une adresse IP par nœud pour ce qu'on appelle la CVM, la contrôleur VM, qui on va dire là où se passe la magie Nutanix. Point super important. Ce subnet doit être délégué au service Azure Bare Metal, Azure Hosted Service. Donc, que veut dire la notion de délégation d'un subnet du côté Azure? Donc ça, c'est la terminologie Azure. Quand on délègue un subnet à un service, ça veut dire qu'on donne les permissions, et les droits et les capacités au service de piloter le réseau. Donc là, en l'occurrence, ici, le pilotage du réseau et son contrôle va être fait par le service Bare Metal, ici. Un point important, c'est que du côté Azure, on ne peut avoir qu'un seul subnet délégué par VNet. Ce qui va expliquer la présence d'un second VNet ici, qu'on appellera, donc ça c'est le VNet host ou le VNet management, parce que c'est là où on va mettre les clusters Bare Metal. Et le deuxième VNet qu'on a ici, qui s'appelle PC, pour prisme central, lui va contenir plusieurs sous-réseaux. Donc il va contenir un premier sous-réseau qui est celui-ci, qui est un réseau lui aussi délégué. Voilà, ça c'est important. Et ce sous-réseau-là sera réservé à prisme central. Donc la console d'administration, ou les VM Nutanix qui vont faire office de prisme central. Donc prisme central, il est obligatoire quand on fait du NC2 sur Azure, parce que c'est lui qui va permettre de piloter notamment la partie flow networking. Donc c'est un composant qu'on ne peut pas enlever, et donc le premier cluster qu'on va déployer côté Azure aura un prisme central. Le deuxième cluster qu'on déploiera côté Azure, s'il est dans la même zone de disponibilité, on pourra l'associer à un prisme central déjà existant. Donc, deuxième chose à retenir, hyper importante pour l'examen, ce subnet où il y aura prisme central est lui aussi délégué. Donc ce qu'on va voir, c'est que la machine virtuelle, ou les machines virtuelles qui vont faire tourner prisme central, seront des machines virtuelles Nutanix, mais elles auront des adresses IP provenant de ce subnet, grâce à la délégation. Deux autres subnets sont nécessaires à minima dans ce VNet, prisme central. Prisme central, il
Un premier ce sera ce qu'on appelle le Flow Gateway External Subnet, et on en aura un internal. C'est sur la partie internal que tournera le trafic lié à la partie trafic encapsulé Genève. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de réseau virtualisé, de monde réseau virtualisé Nutanix. C'est sur ce subnet-là, en fait, que les paquets vont circuler, les paquets Genève. Et donc, du coup, on se doute qu'entre ces deux-là, ici, eh bien, on va probablement avoir, et ça va être le cas, hein, on va avoir notre machine virtuelle, ou nos machines virtuelles Flow Gateway, on va les matérialiser juste après, le schéma va se construire. Point important, il existe 3 types de Flow VPC. Donc 3 types de réseaux. Alors, on parle de user VM dans le sens machine virtuelle pour des workloads de Nutanix, d'accord. Donc première option pour sortir du monde réseau virtualisé Nutanix, l'option NoNat, qui veut dire qu'on va faire du routage. Donc ça veut dire que les espaces d'adressage des subnets qu'on a ici ne devront être pas en conflit ni avec les subnets côté Azure, ni avec les adressages IP côté on-prem, parce qu'on va faire du routage, et si on a 2 fois le même espace d'adressage dans 2 endroits différents, il y a des routeurs au milieu qui vont pas bien se sentir. Voilà. Donc, NoNat veut dire routage. NAT, c'est une façon de sortir en disant j'ai des espaces d'adressage qui sont utilisés dans mon environnement réseau Nutanix, mes Flow VPC, mais je ne veux pas exposer ces espaces d'adressage, donc je veux faire de la translation d'adresses, et globalement, eh bien, j'aurai des adresses IP ici extérieures qui seront matérialisées sur ce segment réseau qui est le Flow Gateway External, et donc ma passerelle ici va faire la translation d'adresses de la même façon que chez vous, par exemple, quand vous avez une box internet, elle va cacher et masquer votre adresse, votre espace d'adressage dans votre maison, dans votre réseau Wi-Fi par exemple, et qu'il y aura une seule adresse IP qui sera visible depuis l'extérieur, et bien là c'est le même principe ici. La dernière option, c'est ce qu'on appelle le Stretch L2, c'est pour des clients, des organisations qui ont besoin d'étendre le même espace d'adressage IP à la fois à demeure et dans le cloud. La raison principale souvent c'est les projets de migration, parce qu'à un moment on ne peut pas tout migrer d'un coup, donc on migre une partie des workloads, mais on n'a pas envie de changer leur espace d'adressage. Et donc du coup ça va permettre d'avoir le même espace d'adressage, découpé en 2, mais ce sera le même segment réseau du point de vue Layer 2, et donc ça permet d'avoir une coexistence à un instant donné. Donc le stretch niveau 2 est souvent dans les scénarios de migration ou les scénarios de disaster recovery, on va être sûr de redémarrer exactement sur le même adressage de l'autre côté. Mais c'est plutôt la migration qui va porter le besoin du stretch L2, et dans ce cas-là, effectivement, au niveau de Flow, on aura également des mécanismes en fait permettant... pas dans Flow, on aura également des mécanismes qui permettront de faire ce paramétrage-là. Voilà. Donc, si on continue le schéma, eh bien effectivement, on aura une machine ou plusieurs machines virtuelles Azure qui seront branchées avec 2 interfaces réseau, donc c'est vraiment des network virtual appliances, hein, comme des firewalls, qui vont donc être connectés à la fois sur le subnet interne et le subnet extérieur. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le petit logo de Flow. Au passage, si on a plusieurs machines virtuelles Azure, elles seront mises dans ce qu'on appelle un availability set, c'est-à-dire un objet dans Azure qui permet de répartir les machines virtuelles dans des domaines de panne et des domaines de mise à jour différents côté Azure. Et donc ça permet d'éviter l'indisponibilité, par exemple, d'un service qui tourne sur 2 machines virtuelles, simplement en automatisant le placement de ces 2 machines virtuelles sur des endroits, des racks différents, des serveurs différents, voire des salles et des bâtiments différents. Dernière chose, on a également sur ces subnets des NSG, donc des Network Security Group, qui vont servir à définir les paquets autorisés. Le plus important probablement est la NSG qui va être située ici, qui va être sur l'interface externe de la Flow Gateway, parce qu'imaginons qu'on veuille atteindre, on a ici une machine virtuelle, hop, mal dessinée mais c'est une machine virtuelle, voilà, et donc elle est connectée dans le VNet Azure, voilà. Donc c'est une machine Azure pure et dure, et elle veut atteindre une machine qui serait située ici. Alors,
une machine en routage, hein, pas la NAT, je suis désolé, on va la refaire. Hop, on va faire comme ça. Voilà, donc, imaginons qu'on ait une machine virtuelle, voilà, tac. Et cette machine virtuelle, vous devez contacter donc celle-ci. Donc en gros, elle passerait comme ça, tac, et elle remonterait ici. Si on est sur du non-NAT, ça veut dire qu'on a du routage. Donc ça veut dire qu'il faut connaître les routes. Donc là, ça sera une première chose déjà, ça serait de définir, pour aller sur l'espace d'adressage de ce subnet ici, il faut passer par une appliance virtuelle, et qui sera donc ici l'adresse IP externe de ma Flow Gateway. Mais dans le monde du réseau, il y a trois choses qui font, on a besoin de trois choses pour que ça fonctionne bien. Il faut le bon routage, donc là comme je l'ai défini, une bonne route qui nous amène pour dire sur cet espace d'adressage IP, sur ce CIDR qui est là, j'écris comme un cochon avec ma souris, tac. Donc pour aller sur ce CIDR, je vais passer par l'adresse IP externe de ma Flow Gateway ici, et y arriver. Donc, premier composant, le routage. Deuxième composant, le filtrage. Et donc c'est là où va venir le LNSG. Si je veux aller par exemple ici sur le port TCP80 qui est situé ici, il va falloir que j'autorise ici au niveau LNSG de venir depuis cette source et à destination d'ici. Là il va falloir autoriser le port qui va bien, le port 80 dans mon exemple ici. Dernier composant, c'est la résolution de nom. Là encore, si je vais sur cette machine-là en utilisant un nom, il faut que ce nom soit bien référencé dans les DNS et que lui, quand il va faire une demande DNS, ça lui donne bien la bonne adresse IP qui est ici. Retenez ça, hein, c'est toujours routage, filtrage, résolution de nom, c'est ce qui va vous amener. D'ailleurs, je dois dire en 1 résolution de nom, en 2 routage et en 3 filtrage. Voilà, donc, résumons ce que je viens de raconter, je me suis un peu égaré peut-être dans mon explication, mais dans Azure, il va vous falloir, à minima, 2 VNet, un pour les barres métal des hosts avec un subnet délégué, et un pour Prisme Central et la Flow Gateway, avec un réseau délégué qui sera pour Prisme Central. Point super important sur les réseaux délégués, et je vais du coup ouvrir un navigateur. Je vous mettrai le lien. Hop. Voilà. Donc, dans la documentation d'Azure, on va avoir des informations sur les barres métal. Et donc ça, c'est important d'aller faire un petit tour. Ça vous rappelle également la notion d'ailleurs de ce qui est segmenté ou pas. Je vais juste chercher avec Nutanix, ce sera un petit peu mieux. Voilà, on va rajouter Nutanix, ça va simplifier. Tac. Voilà. Je crois que c'est celle-ci, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, vous avez un article, voilà, Nutanix Cloud Cluster en Azure, conceptual, et donc là, ça vous rappelle un petit peu tous les objets qu'on va avoir. C'est bien de lire cette petite chose-là, les régions supportées. Vous avez un schéma qui ressemble à celui que j'ai fait, qui est un peu plus beau, mais qui revient à peu près à la même chose. Et ce qui est important, c'est cette partie-là, c'est le supported topology. Il faut savoir, en fait, qu'à partir du moment où on a un réseau qui est délégué, il y a des choses, en fait, qui ne vont pas fonctionner. Donc, notamment, par exemple, sur un réseau délégué, si on a des user-defined routes, ça ne va pas marcher. Sur un réseau délégué, on ne peut pas venir déployer ce qu'on veut, parce qu'il est délégué à un service, donc on ne peut pas venir mettre sa VM dans un réseau délégué, sa VM Azure. Un réseau délégué non plus on ne peut pas appliquer des Network Security Group. Donc il y a des petites contraintes, et donc il y a un réseau délégué par VNet, et comme on en a besoin de 2 dans notre histoire, eh bien ça explique qu'on ait simplement 2 VNet. Voilà. Donc l'article ici, je vous encourage à le lire pour la compréhension, notamment sur les constraints ici. Et sur les constraints, si je zoome légèrement, voilà, on va vous dire, eh bien effectivement, on a un seul subnet délégué possible par VNet. Voilà, ça c'est la contrainte barre métal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ce qui est supporté, les load balancers pour le trafic ne sont pas supportés dans les réseaux délégués. Les dual stack ne le sont pas. Voilà, il y a 2-3 petites choses. Voilà, les NSG ne sont pas supportés dans les réseaux délégués. Et puis après, ici, vous avez également les topologies supportées de qu'est-ce qui marche en termes de routage, de passerelle VPN. Donc ça, c'est important de le lire.
Il peut y avoir quelques questions là-dessus. Normalement, c'est plus dans les cas réels où on a besoin de bien connaître ça, mais pour l'examen, lisez-le au moins une fois, ça peut pas faire de mal. Voilà. Dernière chose, bon bah là on a 2 VNet, hein. Je rappelle que dans Azure, un VNet c'est une zone d'isolation, et donc pour l'instant les deux ne parlent pas ensemble. Et puis là encore, je rappelle que quand on fait du Nutanix, souvent on est dans un environnement hybride multi-cloud, et donc pour faire l'interco entre ce cluster et d'autres clusters, il va nous falloir probablement un chemin, un réseau pour y accéder. Donc la notion de hub va arriver, elle ne fait pas partie des prérequis purs et durs, mais si on veut faire par exemple de la réplication du disaster recovery ou de la migration, on aura besoin d'une connectivité réseau, et dans ce cas-là on aura besoin effectivement d'un hub ou d'un vHub si on utilise du V1. Donc ça nous fait un 3e VNet, mais qui est généralement et souvent déjà disponible et mis en place dans les landing zones des organisations. Et là encore, pour l'instant, ces 3 VNets sont des environnements complètement isolés, qui ne se parlent pas et ne se connaissent pas. Il faut donc mettre en place du peering. Alors, à noter, c'est que dans le déploiement automatique du cluster NC2, le peering entre le VNet host et le VNet prisme central sera fait automatiquement. Par contre, le peering vers les VNet de type hub, pour le hub and spoke, là, ce sera à vous de le faire, donc de faire ces deux peerings qui sont ici. Et bien entendu, ce sera à vous également de mettre en place l'interconnectivité avec le on-prem, au travers d'un VPN site à site, au travers d'un ExpressRoute. Et puis la connectivité vers éventuellement d'autres services partagés Azure, ou d'autres abonnements, etc. Dernière chose, j'ai expliqué tout à l'heure que les barres métal doivent communiquer avec le portail NC2 pour dire leur état de santé au quotidien, pour aller checker les licences, etc., pour aller chercher les mises à jour. La chose est également valable pour le prisme central, la console de management, qui est située ici. Donc, de base, en fait, quand vous allez déployer un cluster ou dans les prérequis, il va falloir, le système va vérifier qu'il y a la présence d'une passerelle NAT Gateway associée à l'adresse IP publique, et ce NAT Gateway est associé par défaut au VNet prisme central pour le subnet prisme central, au VNet host pour le subnet host management, et c'est ce qui va permettre aux deux d'aller en termes de routage, de pouvoir sortir sur l'internet. Donc ça, c'est la manière la plus simple. Je rappelle qu'une NAT Gateway, à partir du moment où on l'associe à un subnet, va prendre la main sur l'étape de routage et sera prioritaire en termes de routage. Donc on est certain, en fait, en ayant une NAT Gateway, que les éléments, c'est-à-dire ici les barres métal et ici les VM prisme central, pourront sortir vers l'internet grâce, en fait, à la NAT Gateway. Et donc il y a une association entre le subnet et la NAT Gateway. Et donc les NAT Gateway sont aussi un subnet, donc d'où la présence de 2 NAT Gateway ici. Voilà. Alors, dans les organisations, dans la réalité, c'est assez rare qu'on sorte directement comme ça. On va passer plutôt par des appliances virtuelles qui sont situées dans d'autres réseaux. Et donc dans ce cas-là, il faudra définir des tables de routage spécifiques pour pouvoir faire sortir vers l'internet. Mais de base, l'assistant de toute façon va vérifier ça, va vérifier qu'il y a la présence d'une NAT Gateway et d'une adresse IP publique associée pour pouvoir sortir sur l'internet. Donc ça vous fait la partie routage. Pour la partie résolution de nom, il faudra que ces VNet, donc les subnets associés ici à l'intérieur, soient associés à des DNS capables de résoudre les noms de l'internet, et en l'occurrence surtout les noms qui vont nous intéresser pour aller se connecter au portail Azure, au portail Nutanix et à d'autres URL spécifiques à Nutanix. Donc ça c'est un point qui est important, hein. N'oubliez pas, on a toujours dans le réseau pour que ça marche, résolution de nom, routage et filtrage. Donc de base, effectivement, une NAT Gateway n'a pas de filtrage vers la sortie sur l'internet. Si on veut passer par un élément filtrant, à ce moment-là, il faudra faire une demande auprès de Nutanix qui va faire des modifications dans les checks de l'assistant de déploiement pour dire « Ok, on sait que vous n'aurez pas besoin de NAT Gateway, et dans ce cas-là, il faut que vous nous disiez où est votre NVA, pardon, et dans ce cas-là, on fera le mapping. » Donc, connectivité avec l'environnement à demeure. Donc, première chose importante à retenir pour l'examen, donc il n'y a pas de support de la SKU basique pour les passerelles VPN site à site ou ExpressRoute, donc c'est la basique est la moins chère, celle-ci elle n'est pas supportée.
Et également, les passerelles VPN en mode actif ne sont pas supportées. Il nous faudra, pour la partie VPN site, de l'actif passif. Donc on le retrouve ici dans la partie topologie. Je vous mettrai ce lien dans la description de la vidéo. Connectivité en mode actif-passif, si on a une interconnexion site à site, oui c'est bon. Si on est en mode actif-actif, ça n'est pas supporté. Là encore, le bar métal et les réseaux délégués ne savent pas gérer ça. Donc ça c'est important de relire un petit peu. De la même façon, par exemple, on ne peut pas faire une connectivité aujourd'hui au travers d'un Secure Hub, c'est-à-dire un Virtual WAN V-Hub avec un Azure Firewall dessus. Ça aujourd'hui ça ne marche pas par exemple. Donc les SKU doivent être du VPN Gateway V1 ou plus. C'est pas la peine de prendre des versions qui sont AZ-aware, donc qui sont compatibles avec les zones de disponibilité, simplement parce qu'un cluster Nutanix est déployé dans une monozone de disponibilité Azure. Voilà. Résolution de DNS externe. Donc les DNS qu'on va utiliser dans les VNet de NC2 doivent être capables de résoudre les noms publics Internet pour joindre tous les services Nutanix, et je vais vous montrer juste après une liste des URL qui est nécessaire. D'accord ? Donc plusieurs options, vous pouvez amener vos propres serveurs DNS, donc, sous la forme de machines virtuelles Azure, ou prendre vos environnements à demeure si l'interconnectivité est bonne. Vous pouvez utiliser le service Azure DNS Private Resolver, qui est donc un service managé faisant office de DNS et qui après peut être sur lequel on peut régler des règles de conditional forwarding pour envoyer vers ces DNS on-prem ou d'autres DNS. On peut tout à fait également dire sur les segments qui nous intéressent, mais des DNS publics tels que ceux de Google, Cloudflare ou autres. C'est pas forcément la chose la plus utilisée en organisation, mais c'est ce que vous verrez souvent dans la documentation, parce que là on est sûr que ces DNS-là, entre guillemets, fonctionnent, et c'est la manière la plus simple d'avoir à disposition un DNS qui marche. Dernière chose, quelles sont les URL en sortie qui sont nécessaires? Alors il y en a plein. Lisez-les une fois, il n'y a pas tout à retenir, mais retenez qu'effectivement, il y a des choses qui vont aller sur la partie portail Azure, d'autres sur la partie licensing, d'autres pour aller télécharger des packages de mise à jour, d'autres sur la métrologie, d'autres sur les serveurs NTP. Tous les clusters doivent être alignés avec les mêmes espaces-temps, donc ça c'est important. D'autres vont être liés à des trucs très spécifiques côté Azure, enfin côté Nutanix, mais pour Azure, vous voyez qu'on a une URL azure-support.nutanix.com. Également sur les clés d'API, voilà. Donc globalement, si ça se termine étoile.nutanix.com, ça peut être la version simplifiée pour résumer tout ça, mais c'est important de le lire. Là encore, vous avez les liens de documentation. Celui que je trouvais important de retenir pour la certification, parce que souvent on le voit apparaître dans les éléments de réponse, c'est celui-ci, gateway-external-api.cloud.nutanix.com. Donc là, effectivement, tous les appels qui vont être faits auprès des API du portail pour remonter les informations du cluster vers notre portail SaaS se feront par ces API-là, donc elle est super importante, et en gros, si ces URL-là ne sont pas résolvables, et si on n'a pas de trafic routable vers les IP derrière ces URL, globalement, le déploiement de votre cluster ou son fonctionnement n'est pas assuré. Ça, c'est la version simple pour dire que ça ne marchera pas. Voilà. On a d'autres URL. Alors, les URL vers Azure sont nécessaires de management. Ça, c'est les API, les Azure Resource Manager API. Download.cloudnutanix.com pour télécharger des mises à jour. Et on a également des buckets S3 qui sont nécessaires parce que les images des OS déployés sur vos clusters, on les stocke de manière centralisée dans des buckets S3 côté AWS. Donc ça, c'est des choses à ouvrir. Au passage, c'est pas un cluster outbound to Azure, mais c'est tout outside, on va dire. Et donc voilà, la partie, si on vous parle du Nutanix Teleport Proxy, donc en gros, le service qui va permettre à notre support de se connecter à vos clusters Nutanix pour faire des opérations de support ou d'aide. On vous précise bien effectivement la destination, c'est azure-support.nutanix.com. La source, c'est votre management subnet, donc là où vous avez vos barres métal, et les protocoles utilisés, c'est celui-ci. Donc là encore, tout ça est bien documenté. Il n'y a pas à le connaître par cœur pour la certification, mais retenez effectivement qu'il y a un besoin de connectivité entre les barres métal et également prisme central à destination de l'Internet. Et donc il faut penser de comment on va se faire cette connectivité en termes de résolution non, en termes de routage, éventuellement en termes de filtrage, si on met un pare-feu, on fait une route particulière qui passe par un pare-feu. Voilà, on vient de terminer les quelques checks qui sont importants à connaître pour la partie Azure.
pour la partie réseau pour faire du NC2 dans Azure. Donc retenez effectivement qu'on supporte ExpressRoute et le VPN, qu'il nous faut une connectivité avec le data center, si on veut faire de la réplication ou si on veut faire simplement de la migration. Et que donc, si on a de la connectivité, on passera probablement par un hub and spoke, donc un hub VNet ou un VHub si on utilise V1. Qu'il faut savoir qu'il faut un accès Internet, voilà, et que cette URL-là est très, très importante. Là encore, vous aurez le lien vers vers ce workflow, et je rappelle que tous les petits éléments ici, avec une petite flèche comme ça, sont une URL sur laquelle on peut cliquer et lire la documentation qui est associée derrière. Et cette vidéo sur le réseau qui était bien riche est maintenant terminée, et la suite ce sera la préparation, l'interconnexion entre le portail NC2 et l'environnement de l'Azure, c'est-à-dire l'Azure Subscription. Tous les liens vers la suite des vidéos sont dans la description de celle-ci, et je vous remercie d'avoir suivi.